Vladimir Poutine met en alerte les forces de dissuasion nucléaire russes. La présidence ukrainienne accepte pour sa part les pourparlers avec Moscou à la frontière bélarusse. L'Union européenne et ses alliés agitent le drapeau rouge et espèrent porter un coup dur à l'économie russe après avoir décidé d'exclure plusieurs de ses banques du système financier SWIFT. Malgré les risques et la réaction musclée de la police, les manifestations contre la guerre se poursuivent dans plusieurs villes russes. Vladimir Poutine a ordonné à ses généraux de mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe. Il s'agit d'un ensemble d'unités pouvant comprendre une composante nucléaire dont le but est de décourager une attaque contre la Russie. Ces forces sont équipées de missiles, de bombardiers stratégiques, de sous-marins et de navires de surface. Le président russe a justifié cette décision par les déclarations belliqueuses de l'OTAN envers Moscou. Les États-Unis ont dénoncé une escalade inacceptable et ont accusé Vladimir Poutine de fabriquer des menaces qui n'existent pas. L'Ukraine, pour sa part, a finalement accepté les pourparlers avec Moscou. C'est ce qu'a indiqué la présidence ukrainienne sur les réseaux sociaux, ajoutant que la rencontre se déroulerait sur la frontière ukraino-bélarusse, dans la région de la rivière de Pripyat, près de la centrale de Tchernobyl. La présidence ukrainienne n'a pas précisé la date de ces pourparlers, mais la Russie a indiqué qu'ils auraient lieu dimanche. Moscou avait dans un premier temps proposé une rencontre à Minsk, la capitale bélarusse, ce que Kiev avait refusé. Dans la nuit de samedi à dimanche, au 4e jour de l'offensive russe en Ukraine, un dépôt pétrolier de la ville de Vassilkiv au sud-ouest de Kiev a été bombardé. L'attaque a généré un incendie d'une grande ampleur, mais les pompiers ukrainiens assurent que le feu est maîtrisé. Le 27 février, vers 1h du matin, près du village de Kryachki, dans le district de Fastiv, une installation de stockage de produits pétroliers de la compagnie KLO a subi une frappe aérienne. Actuellement, il n'y a pas de propagation du feu, il n'y a pas de menace pour les personnes. Samedi après-midi, l'armée russe avait annoncé élargir l'offensive dans toutes les directions en Ukraine. Les forces armées russes ont détruit à ce jour 975 installations militaires ukrainiennes. Il s'agit notamment de 23 installations de commandement et de contrôle et de centres de communication des forces armées ukrainiennes, de 3 postes radars, de 31 systèmes de défense aérien S-300 Buk M1 et OSA. Samedi, le 302e régiment antiaérien des forces armées ukrainiennes, équipé du système de missiles Buk, a volontairement déposé les armes et s'est rendu dans la région de Kharkiv. 471 militaires ukrainiens ont été arrêtés. Après avoir annoncé une percée russe et l'explosion d'un gazoduc, le gouverneur régional de Kharkiv a déclaré ce dimanche que la ville était sous le contrôle des forces ukrainiennes et que des combats étaient en cours. Ce dimanche a été marqué par un couvre-feu généralisé à Kiev. Les habitants de la capitale ukrainienne ont été invités samedi après-midi à partir de 17h et jusqu'à lundi 8h du matin à ne pas sortir dans les rues, sauf s'ils disposaient d'un permis spécial, ce qui est bien sûr un cas exceptionnel. Les gens sont donc restés à l'intérieur, la plupart dans des abris, des sous-sols ou tout ce qu'ils ont pu trouver. Beaucoup d'habitants se trouvent encore dans les stations de métro. Il n'y a pas de transport, les transports en commun ne fonctionnent pas à Kiev ces jours-ci, mais le métro est ouvert pour accueillir les habitants. Volodymyr Zelensky a déclaré que les actions des envahisseurs à Kharkiv, Odessa et d'autres villes et villages méritent le jugement d'un tribunal international. Il a également annoncé ce dimanche que l'Ukraine avait officiellement déposé une requête contre la Russie auprès de la Cour internationale de justice. La Russie doit être tenue pour responsable de la manipulation de la notion de génocide pour justifier l'agression. Les violents combats se poursuivent dans toute l'Ukraine, notamment dans les grandes villes comme Kharkiv et Kiev. Les sirènes se déclenchent très souvent ici dans la capitale et dans d'autres villes. Les gens essayent juste de se mettre à l'abri et de se regrouper pour se soutenir mutuellement. On leur a dit de se procurer des couvertures, de la nourriture et de l'eau pour tenir jusqu'à lundi matin. Et comme vous avez pu le constater, la société ukrainienne est solidaire. En effet, nombreux sont ceux qui apportent leur aide en fournissant des provisions et tout ce qui peut être nécessaire pour le partager avec leurs concitoyens qui se cachent maintenant pour leur vie et cherchent un abri dans toute l'Ukraine. Sasha Vakulina, Euronews, Kyiv. À Kharkiv, ville ukrainienne en état de siège, les patients de l'hôpital pour enfants ont été déplacés vers un abri anti-bombe. Aidés par les parents, les médecins font au mieux pour rassurer ces petits, continuer à les soigner. Mais les conditions rudimentaires du lieu et le manque de moyens compliquent leur travail. C'est l'autre visage de la deuxième ville d'Ukraine ce dimanche, qui est aussi le théâtre de combat entre forces russes et ukrainiennes.
Vladimir Poutine, suspendu par la Fédération internationale de judo en raison du conflit actuellement en cours en Ukraine. Le chef d'État russe en était jusqu'à présent président honoraire et ambassadeur. Vladimir Poutine est officiellement un judoka accompli, ceinture noire 8e dan, l'un des grades les plus élevés de la discipline. Malgré une censure médiatique, les manifestations dénonçant l'invasion de l'Ukraine gagnent du terrain en Russie. Au 3e jour, les forces de sécurité russes avaient arrêté plus de 3000 personnes dans le pays selon l'ONG OVD Info. C'est à Saint-Pétersbourg et Moscou, les deux plus grandes villes du pays, qu'ont eu lieu le plus d'arrestations, avec respectivement 113 et 219 personnes. Au total, sur la journée de samedi, la police a intercepté environ 500 personnes dans la trentaine de villes où ces rassemblements anti-guerre ont eu lieu. À Ekaterinbourg, la 4e ville du pays, au moins 69 personnes ont été arrêtées. J'ai honte. Je n'arrive plus à vivre normalement depuis plusieurs jours. J'ai infiniment honte de ce qui se passe. C'est effrayant pour ceux qui sont là-bas et pour ceux qui sont ici. Cela ne pourrait pas être pire. Nous sommes l'État agresseur. Et des gens meurent à cause de nous. Ça me dégoûte. En dépit de la répression gouvernementale, des actions anti-guerre se multiplient dans le pays. Une pétition en ligne avait récolté plus de 780 000 signatures samedi soir, devenant l'une des plus soutenues en Russie ces dernières années. En quelques jours à peine, leur vie a basculé. Des familles entières tentent de quitter Kiev avec les derniers trains disponibles. Celui-ci va en direction du sud du pays, non loin de la frontière avec la Roumanie. À bord principalement des femmes et des hommes trop vieux pour se battre, qui laissent tout derrière eux. Nous avons des parents en Allemagne et nous essaierons de les rejoindre via la Pologne. Nous avons un endroit où vivre là-bas. Nous étions absolument libres et vivions comme nous le voulions, jusqu'à ce que nos vies soient horriblement chamboulées. En Pologne, dans la ville de Przemyśl, située à 20 km de la frontière, des centaines de déplacés sont accueillis dans l'urgence. Le gymnase d'une école a été réquisitionné. Selon Varsovie, déjà 150 000 Ukrainiens sont entrés sur son territoire depuis le déclenchement de la guerre ce jeudi. Même situation en Hongrie, les ONG s'activent pour acheminer l'aide aux réfugiés ukrainiens qui sont passés de ce côté-ci de la frontière. En tout, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, près de 370 000 personnes auraient déjà fui devant l'avancée des soldats russes. Le monde d'après ne sera plus le même. Ces mots sont ceux du chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est exprimé ce dimanche à propos de la guerre en Ukraine lors d'une séance extraordinaire au Bundestag. Tout en se disant ouvert à des discussions avec la Russie, Olaf Scholz a averti que de nouvelles sanctions pourraient être prises par l'Occident. Nous devons soutenir l'Ukraine dans cette situation désespérée. Et nous l'avons fait dans une large mesure ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Mais avec l'invasion de l'Ukraine, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. À Kiev, à Kharkiv et à Mariupol, les gens ne défendent pas seulement leur patrie, ils se battent pour la liberté et leur démocratie, pour des valeurs que nous partageons avec eux. Face au belliciste Poutine, comme il l'a appelé, le chancelier a également indiqué vouloir augmenter massivement les dépenses de l'Allemagne dans le secteur de la défense. Il a annoncé un fonds spécial unique de 100 milliards d'euros. Désormais, Berlin investira chaque année plus de 2% de son produit national brut dans la défense. Le troisième grand défi est d'éviter que la guerre de Poutine ne s'étende à d'autres pays européens. Cela signifie que nous assumons pleinement notre devoir d'assistance au sein de l'OTAN. C'est ce que j'ai dit à nos alliés d'Europe centrale et orientale qui craignent pour leur sécurité. Le président Poutine ne devrait pas sous-estimer notre détermination à défendre avec nos alliés chaque mètre carré du territoire de notre alliance. Olaf Scholz a également remercié tous ceux qui protestent contre la guerre de Poutine et qui croient en une Europe libre et pacifique qu'il a promis de défendre.